de participer à ce webinaire sur la propreté et le nettoyage industriel. Donc, je me présente, Gaëlle Maillard, je suis consultante senior chez Cristal Décision depuis 4 ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet, nous sommes un cabinet spécialisé dans l'optimisation des coûts et nous intervenons sur l'ensemble des frais de fonctionnement des sociétés. Donc vous voyez à l'écran mes coordonnées. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions ou vos demandes de précision par email. Donc l'ordre du jour qui est abordé aujourd'hui, c'est tout d'abord une première partie sur les usages dans la prestation de nettoyage. Donc, on va parler du cahier des charges et des nouvelles problématiques liées à ce cahier des charges. Ensuite, nous parlerons de la phase qui suit la réalisation de la prestation, qui est bien sûr le suivi de cette prestation. Et enfin, nous aborderons des changements qui concernent en fait le cadre réglementaire qui impacte particulièrement ce secteur. Alors, pour démarrer sur la partie cahier des charges, bien sûr, on ne peut pas parler de prestation de nettoyage sans aborder ce fameux document. Il est vrai que la rédaction du cahier des charges, cela constitue plus de la moitié du travail, finalement, de la définition de la prestation. Or, lorsque l'on intervient chez nos clients, on se rend compte que pour 3 clients sur 4, le cahier des charges est obsolète. Alors, cela intervient à 2 niveaux, ça s'explique par 2 raisons. Soit parce qu'il est inadapté aux besoins du client. Si on prend, par exemple, les fréquences de passage sur les bureaux, on observe encore trop souvent des bureaux qui sont nettoyés tous les jours. Or, on peut s'interroger sur la pertinence de réaliser un nettoyage d'un bureau tous les jours. On est plutôt là dans une problématique de surqualité. Lorsque l'on visite les sites avec nos clients et qu'on a en parallèle le cahier des charges sous les yeux, on se rend compte finalement que la prestation qui est réalisée ne correspond pas en fait à ce qui est marqué sur le cahier des charges. Un autre phénomène que l'on voit également, c'est que le cahier des charges finalement est décorrélé de la réalité terrain. C'est-à-dire que le site, le besoin client ou bien même le site a évolué. Et malgré cela, le cahier des charges n'a pas été revu en conséquence. Je prends l'exemple d'un de nos clients qui est sur un siège tertiaire qui comprend 1200 personnes. C'est un leader du secteur agroalimentaire qui a mis en place depuis quelques mois un système de télétravail par rotation. Et donc chaque jour, 20% des effectifs ne sont pas sur le site. Donc ça a des conséquences bien sûr sur l'utilisation des bureaux. Et malgré tout, le cahier des charges n'a pas été revu en conséquence. Donc, du fait qu'il n'y ait pas de mise à jour de ce cahier des charges, même s'il est obsolète, on se rend compte que ça reste quand même la base de référence pour les opérationnels sur site pour suivre leurs prestations. Et la pratique courante qu'on a pu observer, c'est que finalement, le client bordait un maximum le cahier des charges en allongeant une liste très précise, très complète, très détaillée de toutes les tâches à réaliser pour être sûr de n'avoir rien oublié. Donc ça avait un côté rassurant. Or, la contrepartie de ce phénomène, c'est qu'on se retrouve finalement face à un contrat de moyens, contrairement à l'objectif qui est plutôt d'être sur un contrat de résultat. Les donneurs d'ordre, régulièrement, ils passent plus de 70% de leur temps à surveiller des aspects techniques liés à la réalisation de la prestation. Souvent, la question revient de combien j'ai d'agents sur mon site, combien d'heures me sont allouées, combien de machines sont dédiées à mon site. Or, il faudrait vraiment arrêter de se focaliser sur les moyens et, à travers ce cahier des charges, mettre plutôt en avant l'impératif de résultat. Alors justement, comment mettre cet impératif de résultat en avant? Donc ça passe par justement une refonte du cahier des charges pour que ça corresponde plutôt à un contrat de résultat. L'objectif ultime, si on devait le résumer, c'est de rendre un local propre,
sans être contraint ou figé à une fréquence déterminée, une fréquence d'intervention déterminée. Donc ça implique du coup un changement de vision par rapport à ce qui se pratique actuellement. On évolue d'une vision au jour le jour à une vision à plus long terme. Donc, concrètement, pour mettre en place ce genre de contrat, il y a des fondamentaux à respecter. Tout d'abord, ça serait de restituer au prestataire sa notion de libre arbitre, c'est-à-dire sa capacité de jugement du niveau de qualité de la prestation. Actuellement, il est plutôt relégué à une simple position d'exécutant. Je dirais même pour aller plus loin, on observe dans les cas extrêmes une forme d'ingérence de la part du donneur d'ordre dans le management des équipes de nettoyage. Et finalement, ça va à l'encontre du modèle d'externalisation qui était recherché à la base. Et notre intervention, ce qu'on constate, c'est que l'une des premières étapes, finalement, c'est de restaurer une relation de confiance qui a été rompue par voilà, l'historique de la relation. Donc, il faut vraiment redonner du crédit aux propositions du prestataire. Quand je parle d'ingérence, le mot n'est pas utilisé au hasard. C'est pour mettre en lumière un phénomène qu'on a tendance à observer chez nos clients. C'est qu'on passe quasiment à un phénomène de délit de marchandage. On est à la limite du délit de marchandage dans ces cas-là, puisque pour rappeler ce qu'est le délit de marchandage, c'est que les équipes, les salariés du prestataire de service sont mis à la disposition du client. Et donc, il y a un passage d'autorité entre l'encadrement du prestataire vers l'encadrement du client. Donc voilà, c'est une notion qui est importante. Il est important de remettre les choses à leur place sur ce sujet-là. Néanmoins, pour assurer les donneurs d'ordre, bien sûr, il y a des zones qui nécessitent un dimensionnement minimum des équipes. Donc, je prends l'exemple des zones communes. Les groupes sanitaires, par exemple, qu'ils soient utilisés par une personne ou par 100 personnes, le niveau de qualité doit être le même. Et du coup, les fréquences d'intervention sont quasiment inflexibles. Finalement, c'est à minima un passage tous les jours. Et ces zones-là, en fait, ce sont toutes les zones qui ne sont pas assujetties à un taux d'utilisation ou à un niveau de salissure. Par contre, là où il y a une marge de manœuvre, c'est sur les tâches qui sont à fréquence plus éloignée et qui finalement rentrent plus dans le cadre d'une campagne de remise en état. Pour être plus précise, je prends l'exemple des piétements de chaises, des plaintes, des canalisations, des dessus d'armoire, qui souvent sont prévus dans le cahier des charges et sont prévus à une fréquence figée. Or, c'est quelque chose qu'il faut laisser à l'appréciation du prestataire pour qu'il puisse dimensionner ses équipes par action plutôt coup de poing sur ces zones-là. Voilà les trois fondamentaux qu'on identifie pour mettre en œuvre ce contrat de résultat. Donc, le bénéfice de ce contrat de résultat, il intervient à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du client. Il faut bien sûr abandonner cette surveillance accrue des effectifs au jour le jour et plutôt se concentrer sur le contrôle de la prestation. Car c'est finalement le cœur de leur activité, c'est ce qui les intéresse le plus. Au niveau du prestataire, c'est quelque chose de valorisant pour lui lorsqu'on arrive à réinstaurer ce système-là, puisque vraiment il est remis au centre, il est mis en avant. On va faire vraiment appel à son savoir-faire et à sa force de conseil. Il faut savoir que c'est un secteur qui est mature et qui bénéficie justement d'un vrai savoir-faire. Et enfin, un troisième niveau qu'on ne soupçonne pas forcément de prime abord, c'est au niveau des agents de service, des équipes de nettoyage. On va leur demander finalement plus de responsabilité par rapport à leurs propres prestations. On va leur demander d'élever leur regard, de ne pas rester dans la simple exécution systématique de leurs tâches, mais d'avoir un esprit critique et de nettoyer uniquement quand c'est sale finalement. Il faut arrêter de nettoyer du propre. Et du coup, tout ça participe à leur formation professionnelle. Voilà, donc comme je l'ai mis dans le titre, c'est un équilibre qui est à trouver. Et
l'important ce qu'il faut garder justement à l'esprit, c'est que ce changement de vision, il passe par le fait de vraiment restaurer la confiance avec son prestataire, faire confiance à son prestataire. Malgré tout, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc justement, nous allons aborder le point suivant qui est le suivi de la prestation. Donc, sur ce secteur de la propreté, on est sur un secteur très concurrentiel. Il y a plus de 30 000 acteurs. Alors, c'est essentiellement des TPE. Néanmoins, on voit une forte concentration du marché ces dernières années. C'est la tendance, puisque, par exemple, le top 50 des entreprises de ce secteur représente 45% du marché, capte déjà 45% du marché. Le secteur a connu une forte progression entre 2000 et 2008. On était sur des chiffres de croissance de 6% par an. Donc ça, c'est lié notamment au mouvement d'externalisation des services généraux. Et à partir de 2008, on a eu un phénomène d'essoufflement de l'activité et bien sûr un ralentissement de la demande. On était plutôt cette fois-ci inférieur à 2% par an. Du coup, cela s'est traduit finalement par une pression accrue des donneurs d'ordre qui, du coup, se sont focalisés sur des demandes de transparence auprès de tous leurs prestataires de services. Donc, ça a touché également les prestataires de nettoyage. Du coup, en réponse à cela, le secteur a développé des outils et des process de suivi. Donc, c'est des outils et des process qui sont développés en interne. Pardon. Alors, sur justement cette partie contrôle, désormais, on a une offre qui est très étoffée pour répondre à cette demande. Alors, qui dit beaucoup d'acteurs, dit que chacun a développé son outil en interne. Donc, comment faire son choix finalement? Il faut savoir que dans tous les outils disponibles sur le marché, on est sur des niveaux de performance homogènes. Alors bien sûr, il y a un développement, une partie recherche et développement qui sera plus importante sur les leaders du marché. Mais néanmoins, au niveau des fonctionnalités qu'on a représentées sur ce slide, ils sont en mesure de vous proposer quasiment tous les mêmes fonctionnalités, le même niveau d'attente. Que ce soit la saisie des contrôles qualité en direct sur des supports numériques, ces contrôles qualité qui sont ensuite transmis sur des logiciels de reporting consultables, ils sont compilés pour des multisites. C'est vrai que c'est une vraie problématique pour des gestionnaires de multisites. On a voilà, une synthèse des résultats, des revues annuelles. Comme on l'a exprimé, ils sont développés sur des seuils d'acceptabilité suite à ces contrôles contradictoires. Et ils ont développé, voilà, comme je vous le disais, des logiciels qui permettent de consulter les documents sur lesquels s'appuyer pour les revues de contrats annuels. Donc, la vraie question à se poser, finalement, c'est pour tous ces outils, vu qu'ils ont tous les mêmes performances, c'est de définir ce dont j'ai besoin, puisque tous ces outils sont paramétrables et c'est l'intérêt pour les utiliser, c'est justement de paramétrer les fréquences d'utilisation, le niveau de détail nécessaire, le seuil d'acceptabilité à définir, voilà, arriver à définir un seuil légitime selon le secteur d'activité. Donc tous ces outils voilà, sont disponibles. Alors, une question qui revient souvent quand on présente ça à nos clients, c'est, mais dans ce cas-là, si ça existe depuis plusieurs années, pourquoi ne me l'a-t-on jamais proposé? Alors la réponse, même s'il n'y a pas de réponse type, mais ça recoupe avec ce que l'on disait dans le contrat de résultat, c'est que les échanges avec le client, ils sont plus basés sur la réalisation de la prestation au jour le jour. Et donc, voilà, le poids de l'histoire, la routine de cette prestation fait que le prestataire n'a pas pris le recul suffisant pour se pencher sur le sujet. Donc, c'est vrai que notre cabinet intervient régulièrement. L'un des bénéfices de nos missions, c'est justement la mise en place de ces outils et leur paramétrage. Donc voilà, tout ça, ce sont des outils qui permettent un suivi du niveau de la qualité. Néanmoins, ça ne permet pas un suivi à long terme, finalement, puisque pour cela, il faut avoir une dimension de pilotage plus large du contrat. Alors, pour justement, donc, au-delà de ces outils de suivi de la qualité,
il est nécessaire de mettre en place des actions complémentaires pour avoir un pilotage optimisé de ces contrats de nettoyage. On peut mettre en place des indicateurs justement de suivi. Alors ces indicateurs, ça peut passer par des enquêtes de satisfaction. C'est notamment très intéressant dans le cadre des multisites. Ça permet de recueillir finalement le retour des usagers, qui est plus compliqué parfois que sur un gros site tertiaire unique. Il y a aussi des indicateurs pour le suivi des prestataires, notamment dans le cadre d'un démarrage par vague, par exemple, puisqu'on est parfois contraint à des dates de démarrage échelonnées dans le temps. Cela passe également par des campagnes de communication à destination des usagers. Et de manière plus large, c'est vrai qu'il est nécessaire de réaliser des revues de contrat pour vérifier que les conditions négociées ont été maintenues dans le temps. Voilà, donc ces deux actions premières permettent vraiment d'avoir un pilotage plus large des contrats. Et pour aller encore plus loin, il y a des actions complémentaires qui sont sur la partie développement durable. C'est vrai que c'est la tendance actuellement, ça correspond à une demande. Et on voit des exemples concrets. On a des demandes sur des actions d'apport volontaire de déchets. Donc, comment ça se met en place, la communication qui doit être réalisée autour. Tout ça est à bien évaluer. On a également une nouvelle forme de prestation qui arrive sur le marché, qui est basée sur une réduction des ressources énergétiques à utiliser. Donc, ça implique de repenser la prestation. Et elle est également, justement, le fait de repenser cette prestation, ça permet également de limiter les troubles musculo-squelettiques de la profession. Voilà, donc ça, c'est une action complémentaire. Donc, toutes ces actions-là, cela demande bien sûr d'inclure les autres directions pour pouvoir changer les usages et porter au mieux le projet de gestion des contrats de nettoyage. Donc voilà pour les deux parties qui concernent les usages dans ce secteur. Donc, nous avons abordé deux phases qui sont finalement gérées plutôt du côté client, à savoir la définition du besoin via le cahier des charges, par un contrat de résultat, et la partie suivi de la prestation. Maintenant, nous allons aborder une partie qui incombe plutôt au prestataire dans la formulation de son offre, puisque nous allons voir deux aspects de son offre, qui est finalement ces deux leviers, à savoir l'organisation de la vacation, dont va du coup découler un volume d'heures mensuel prévu, et le coût de la main-d'œuvre, donc via le taux horaire. Donc, nous allons voir de quelle manière le cadre réglementaire impacte le prestataire dans la formulation de son offre à travers ces deux paramètres. Alors justement, une des contraintes réglementaires qui est importante pour le prestataire dans la planification de son organisation, c'est la loi sur le temps partiel, qui a eu une évolution en milieu d'année 2014, puisque la durée minimale de travail a été portée de 10 heures à 16 heures par semaine. Il faut savoir que ça, c'est un accord de branche. Donc, le 16 heures a été obtenu via un accord de branche, car normalement, pour les autres secteurs, c'était porté à 24 heures. Donc, les partenaires sociaux ont obtenu, du fait de la spécificité de leur activité, ils ont obtenu d'avoir un accord à 16 heures, un minimum de 16 heures. Alors, justement, je parlais de la spécificité de cette profession. Dans cette activité, 75% des salariés sont à temps partiel, donc directement concernés par cette loi. Sur ces personnes à temps partiel, 53% sont multi-employeurs. Et justement, donc, sur ces agents multi-employeurs, ils ont en moyenne autour de 3 contrats, 3 emplois. Sur le graphique, vous voyez justement la répartition des temps partiels par durée. Et on voit qu'actuellement, un tiers est à moins de 16 heures par semaine. Donc, pourquoi il y en a déjà un tiers qui est à moins de 16 heures par semaine?
Parce qu'il faut juste se rappeler que cette réévaluation à 16 heures, avec un minimum de 16 heures, la société y est impactée, c'est uniquement à la demande du salarié, s'il veut qu'on lui passe à un minimum de 16 heures par semaine. Donc le risque, finalement, c'est dans le cas où il y a cette demande de réévaluation. Donc pourquoi il y a un risque pour le prestataire? Alors il y a un risque, par exemple, si on prend le cas des multisites et des petits sites, c'est finalement ces sites-là qui vont être très impactés. On a des vacations qui actuellement sont inférieures à 3 heures et du coup qui ne satisfont pas à ce minima de 16 heures par semaine. Pourquoi elles sont inférieures à 3 heures? Eh bien tout simplement parce que essentiellement le créneau qui leur est le créneau qui est dédié, enfin qui est autorisé par le client au prestataire, ben, c'est souvent entre 6 heures et 9 heures, donc parfois même entre 6 heures et 8 heures. Donc finalement, la vacation par agent est assez limitée. Donc justement, dans les évolutions dont le prestataire doit prendre en compte, quelles sont les solutions auxquelles il peut réfléchir? Eh bien, une tendance qu'on constate et qu'on entend de plus en plus régulièrement chez nos prestataires, c'est d'essayer de passer par du travail en journée. Donc là encore, il faut que ça soit validé avec le client. Et pour l'instant, même si c'est un petit démarrage, ce n'est pas encore quelque chose d'acquis chez nos clients, de passer sur un nettoyage en journée. De plus, ce nettoyage en journée, comme on l'a dit, 53% des salariés sont multi-employeurs. De plus, une grande majorité font ça en complément d'une autre activité. Donc, les passer en journée risque de poser un problème pour les fidéliser finalement, pour garder ces salariés. Donc voilà pour la première partie, juste pour vous expliquer en fait le travail de l'exploitation lorsqu'ils formulent leurs offres, pour vous proposer une organisation optimale tout en gérant ces minima sociaux. Voilà, donc on revient sur ça recoupe avec ce qu'on disait sur le contrat de résultat, c'est que toute cette partie organisation technique de la prestation doit rester du domaine du prestataire. Et on comprend, du coup, vu les contraintes, que ça doit rester de son côté. On passe donc au deuxième levier dans ce secteur qui est le taux horaire. Donc le taux horaire, juste pour remettre le contexte, cette profession elle est marquée, vous le savez très certainement, par l'annexe 7, le fameux article L122.12, qui implique une reprise du personnel. Impliquer une reprise du personnel lors d'un changement de prestataire, ça implique aussi de reprendre les contrats de travail et tout ce qui y est associé, dont justement le salaire, qui est déterminé par ce taux horaire. Donc, le taux horaire, on le voit à l'écran. Sur un niveau AS1, on est donc sur le premier niveau de qualification. On a un taux horaire de 9,86 en 2015. S'ajoute à cela une multitude de charges, puis des frais de structure, des frais de consommables. Et finalement, on se rend compte que 90% du taux horaire est déterminé par des charges incompressibles. Bien sûr, il y a des éléments variables sur lesquels le prestataire aura des politiques différentes. Je pense par exemple à la politique de formation. Néanmoins, il a un minima, là encore, à respecter. Ces taux horaires sont impactés par plusieurs critères, à savoir la qualification de l'agent, l'ancienneté, ses acquis sociaux, notamment. Donc, ce qu'on peut dire de ce taux horaire lorsqu'on regarde les offres, qui sont proposées par différents prestataires, lorsqu'on a justement cette vision assez transparente sur les taux horaires, on peut dire finalement que, vu la part de charges incompressibles, un taux horaire ne va pas forcément être un critère pour sélectionner un prestataire, mais en tout cas, il va être un critère pour écarter les offres qui ne seraient pas pérennes dans le temps, qui seraient trop agressifs, qui feraient preuve finalement de dumping pour prendre un marché. Car finalement, une offre d'un prestataire moins 10 ans va être aussi pénalisante dans le temps, puisqu'elle ne va pas être viable, qu'une offre finalement peut-être trop chère ou surdimensionnée par rapport aux pratiques du marché. Donc il faut être vigilant sur ce point-là, car on constate une augmentation régulière des charges des prestataires, donc sur leur taux horaire,
Et malgré cela, vu que, on l'a dit, vu l'essoufflement du marché, les entreprises de nettoyage sont actuellement dans une stratégie plutôt défensive de maintien de leur chiffre d'affaires. Donc l'une des solutions pour eux serait finalement de rogner sur leur marge pour maintenir les tarifs. Donc il est important de rester vigilant sur cet aspect-là. Donc en synthèse, on a vu les deux éléments qui conditionnent une offre qui va être formulée par les prestataires de nettoyage. Donc, pour conclure, dans les évolutions du marché, les prestataires de nettoyage, comme on l'a dit, pour trouver des relais de croissance, avant étaient uniquement sur la partie nettoyage et ont commencé à se développer sur une partie d'offres plus globale, donc partir sur du multiservice. Donc on a des grands groupes qui sont maintenant en mesure de répondre à une demande globale de multiservice de leurs clients. Je pense à Samsic, ISS, qui par exemple, qui font face à d'autres prestataires qui eux sont plutôt des purs players de la propreté, tels que GSF et Isor, qui ont fait un choix stratégique de ne pas aller dans cette direction. Donc, dans la gestion du contrat de nettoyage, enfin, de la prestation de nettoyage pour nos clients, on tend désormais finalement à avoir, on va parler désormais de plus en plus d'un TCO par usager, qui serait finalement un moyen de piloter sa prestation et de gérer son budget. Voilà pour cette partie-là. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de précision. Est-ce qu'il y a des questions du coup qui sont posées? Alors, on a une question sur le contrôle de la prestation. Donc, à quelle fréquence doit-on réaliser des contrôles de la prestation? Alors, pour définir les fréquences de contrôle, eh bien, ça dépend bien sûr de chaque client, de sa disponibilité et de son besoin. Sans vouloir proposer une règle unique, lorsqu'on démarre un nouveau chantier, on est sur des contrôles contradictoires. Sur une première période, je dirais, de transition, on est sur un contrôle contradictoire tous les mois. Contrôle contradictoire, ça veut dire que le client et le prestataire sont présents et confrontent leur vision lors d'une revue du site. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la prestation ne sera contrôlée qu'une fois par mois, puisque le prestataire, notamment via son encadrement, réalise un contrôle plus fréquent avec ses équipes. Il y a un autre contrôle qui est réalisé par l'agent. Il y a un contrôle interne où là l'encadrement est présent. Assez fréquemment, cela se fait à une fréquence hebdomadaire. Et donc le contrôle contradictoire, on est plutôt sur une fréquence de 1 fois par mois. Après, une fois que le contrat est, si je puis dire, passé sur disons un rythme de croisière, on est plutôt sur un contrôle tous les trimestres. Et donc ces contrôles, comme on le disait, le résultat est disponible ensuite et mis en ligne sur les outils de reporting du prestataire et donc sont consultables par le client et permettent justement de s'appuyer sur ces résultats lors de la revue annuelle du contrat avec le prestataire. En revue les pratiques sur des multisites, on se rend compte que par exemple chaque site avait négocié de son côté ses tarifs, son cahier des charges, du coup ses fréquences d'intervention. Donc il y a une première partie sur laquelle il faut être vigilant, c'est sur le recueil des données. Et à partir du recueil de ces données, c'est d'arriver à un statu quo qui satisfasse tout le monde et d'arriver à une pratique unique en termes de fréquence d'intervention. Je prends l'exemple d'une mission qui est en cours sur du prêt-à-porter, où on avait des fréquences de passage qui étaient très différentes les unes des autres. Donc, sans partir sur une fréquence unique pour tout le monde et
des tâches uniques, on peut bien sûr adapter par catégorie de chiffre d'affaires, allouer une prestation renforcée sur des magasins, par exemple, qui font un partie d'un top 30 en termes de chiffre d'affaires, ou en termes de surface, ou en termes de spécificité. Il faut établir des règles, mais sans que ça soit non plus trop vaste. Parce qu'il faut aussi penser au prestataire dans son exploitation, il faut qu'il y ait une lisibilité. Donc je dirais que voilà, c'est la phase primordiale pour avoir des offres qui soient comparables et pour qu'on ait derrière une mise en place qui soit le plus fluide et la plus simplifiée possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez besoin de précision à Chantal Braleret, qui est directrice de la pratique propreté au sein du cabinet, ou bien à moi-même, si vous avez besoin d'éclaircissement sur certains points. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.